Rufus avait 96 ans quand le Seigneur l'invita à venir prendre sa place au ciel. Durant ces 96 années, il n'était jamais arrivé à l'heure et il ne fit pas exception pour le paradis. Pendant 60 ans, Rufus avait été diacre à l'église baptiste de New Africa en Géorgie. Il avait assisté à l'enterrement de nombreux paroissiens et il était curieux de voir combien d'entre eux viendraient au sien. Aussi, au lieu de commencer son ascension vers le ciel dès que son esprit eut quitté sa demeure charnelle, il s'attarda dans les parages, du moins son esprit, pour suivre ses propres funérailles. Il se glissa subrepticement dans l'église et s'adossa à la chaire du pasteur pour écouter l'office. Ce fut l'enterrement le plus important et le plus bruyant qui se fût jamais tenu à New Africa. On pleura, on gémit, sans parler de ce qu'on but et mangea. Les deux diacres encore vivants en vinrent au point pour savoir lequel d'entre eux avait été le préféré du défunt frère Jones. Rufus trouva tout cela si réconfortant qu'il accompagna la procession funèbre jusqu'à sa tombe. Tandis qu'il regardait les frères et les sœurs de l'église hurler et s'agiter pendant qu'on mettait son cercueil en terre, il songea. Un étranger penserait que je m'apprête à aller en enfer, et non au paradis. Même alors, il ne se décida toujours pas à se mettre en route pour les cieux. Il erra dans la ville, écoutant les conversations et regardant sa famille se quereller pour les maigres possessions qu'il avait laissées. Il en fut tellement bouleversé qu'il se glissa dans la maison du pasteur et but une bonne quantité de la réserve privée de sirop calmant du saint homme. Lorsqu'il arriva au ciel, il avait 3 jours de retard et une gueule de bois de tous les diables. Saint-Pierre baissa les yeux sur son agenda et les releva en fronçant les sourcils. « Rufus, tu es en retard, comme d'habitude, » dit-il. Vous savez bien que c'est dur, pour nous autres, gens de couleur, de se déplacer en Géorgie. Offrit Rufus en guise d'excuse. Vous savez bien que les Blancs ne veulent pas que les gens de couleur montent dans leur train du ciel. Alors quand j'ai enfin trouvé une place, ils m'ont forcé à me lever pour la céder à un colonel sudiste, qui venait de tomber raide mort en voyant pour la première fois des enfants noirs dans une école de blancs. « J'aurais pu te croire, Rufus, Dit Saint-Pierre. mais je te surveille depuis 3 jours. Non seulement tu es en retard, mais en plus, tu me mens. Tu ne cesseras donc jamais de mentir, même au paradis ?» Je ne mens pas vraiment, Saint-Pierre. Soutint Rufus. Je ne fais que pronostiquer la vérité. Rien que pour ça, tu devras subir un châtiment. Dit Saint-Pierre. Pronostiquer est le droit divin des saints. Aussi vais-je te renvoyer sur terre pour revivre dans la peau d'un blanc. Fit Rufus. Vous appelez ça un châtiment ? Pourquoi crois-tu que les blancs se sentent si coupables, si ce n'est pas un châtiment ? Insista Saint-Pierre. Vous plaisantez ? Vous savez bien que tous ces blancs de Géorgie n'accepteront jamais un truc pareil. Ils me flanqueront à la porte de l'État, et vous avec. Ils n'en sauront rien. Expliqua Saint-Pierre. Vous voulez dire qu'ils ne vont pas savoir que je suis blanc ? Demanda Rufus, soudain alarmé. Aussi, Le rassura très vite Saint-Pierre. pour eux tu auras l'air d'un blanc. Bon alors ça va, Dit Rufus. du moment qu'ils ne savent pas que je suis noir. Mais pour les noirs, tu auras l'air d'être noir, comme d'habitude. Ajouta Saint-Pierre. Rufus se gratta la tête et pesa ces nouvelles données. Ça va pas tellement être bien. Décida-t-il. Tous ces noirs pensent que je suis mort. Ça va pas leur plaire si je me ramène vivant après qu'ils sont allés dépenser tout cet argent pour mon enterrement. Ne t'inquiète pas pour ça, Dit Saint-Pierre. ils ne te reconnaîtront pas. Tu seras quelqu'un d'autre. Maintenant dis-moi, qui tu aimerais être ? Bon alors, laissez-moi réfléchir. Dit Rufus, pensif. D'abord, je voudrais être le plus gros planteur de coton de Géorgie, et je veux la maison la plus grande, et je veux être shérif du comté et président de la banque. C'est donc ainsi que les choses se passèrent. Quand le vieux Josh Jones, le blanc le plus méchant de Géorgie, propriétaire de la plus grosse plantation de coton et président de la banque du comté, mourut, il légua la totalité de ses biens à un parent éloigné, un certain Rufus Jones, dont personne n'avait jamais entendu parler jusqu'à ce qu'il arrive pour l'enterrement. Rufus Jones était un homme blanc et costaud, au visage rouge et aux yeux bleus. Personne ne connaissait son âge, mais ça n'avait pas d'importance. Il était suffisamment vieux. Il reprit les choses là où le vieux Josh Jones les avait laissées. Mais il se heurta d'emblée à quelques difficultés. Pour commencer, il riait trop. Il n'arrivait tout simplement pas à être aussi méchant que le vieux Jones. Et les Blancs n'avaient pas de respect pour ceux qui n'étaient pas aussi méchants qu'eux. Deuxièmement, il était trop poli. Il se surprit à dire « Oui, madame » et « Non, monsieur », sans pouvoir se contrôler. Ce qui, aux yeux des Blancs, était pousser la politesse, même la politesse de Géorgie, un peu trop loin. Surtout de la part du propriétaire de la plus grosse plantation, shérif du comté et président de la banque de surcroît. Lorsqu'il se rendit à Atlanta, la plus grande ville de Géorgie, et descendit dans le meilleur hôtel, il dut se faire violence pour monter dans l'ascenseur bondé de blancs. Chaque fois qu'une femme le frôlait, son cœur ratait un battement tant il craignait qu'elle ne crie au viol. Et dans la salle à manger,
assis parmi toutes ces dames et ces messieurs blancs, ça lui faisait un sale effet de se regarder dans un miroir et d'y voir qu'il était noir. Il se rappelait alors qu'il avait l'air d'un blanc pour les blancs, et il se mettait à glousser tout seul. Les blancs commencèrent bientôt à penser qu'il était un peu dérangé, mais n'y attachèrent aucune importance parce qu'ils étaient tous un peu dérangés. Ce fut avec les noirs qu'il eut le plus de difficultés. Quand il dînait avec des blancs, qui voyaient parfaitement qu'il était blanc, et passait un bon moment en leur compagnie, il était servi par des noirs, qui se montraient hostiles et impolis envers lui, car ils voyaient tout aussi parfaitement qu'il était aussi noir qu'on pouvait l'être. En un rien de temps, sa situation sema une grande confusion dans le fier état blanc de Géorgie. Naturellement, les noirs se mirent à penser que les blancs avaient beaucoup changé, puisqu'ils acceptaient qu'un noir vive parmi eux, soit shérif du comté et président de la banque, et s'asseye à leur table. Bien entendu, les blancs savaient très bien qu'ils n'avaient absolument pas changé, et que, de plus, ils n'avaient pas la moindre intention de le faire. Ils se demandaient donc ce qui pouvait bien tout à coup arriver aux noirs. Quand les noirs voyaient ce noir, Rufus Jones, faire quelque chose, ils pensaient logiquement qu'ils pouvaient faire la même chose. Et quand les blancs les réprimandaient et les menaçaient de les punir pour leurs actions, ils montraient Rufus et disaient « Il le fait bien, lui, pourquoi pas nous ?» Les blancs les regardaient, sidérés. « Bien sûr qu'il le fait, mais lui, il est blanc. » Les noirs en avaient les yeux qui leur sortaient de la tête. « Ça alors, excusez-nous, messieurs, on croyait qu'il était noir, » rétorquait-il. Les blancs étaient fous de rage à l'idée que les noirs puissent penser qu'un blanc était noir. « Vous autres noirs, vous feriez bien de vous tenir tranquille ou vous allez vous fourrer dans un pétrin dont vous aurez du mal à sortir, » menaçait-il. Les noirs se mettaient alors à feindre l'aveuglement et à en faire des tonnes. « Comment est-ce qu'on a pu être aussi aveugle ?» dirent-ils. « On voit bien maintenant que monsieur Rufus est blanc comme neige, on devait avoir de la suie dans les yeux. » Mais au bout d'un moment, les noirs se mirent à penser que les blancs, c'était sûr, avaient un sérieux problème de vue. La rumeur courut chez eux que les blancs étaient devenus incapables de faire la différence entre un blanc et un noir. À la suite de quoi, les noirs commencèrent à se montrer dans les endroits les plus improbables en affirmant qu'ils étaient blancs. Inutile de dire quel effet ces incidents produisirent sur les ségrégationnistes. Un noir se présenta même à une réunion du Ku Klux Klan, et quand il enleva sa cagoule, il s'exclama d'une voix forte et joyeuse « Rassemblons-nous, nous les blancs, et allons donner une bonne leçon à ces noirs !» Les hommes du clan ne lui jetèrent qu'un seul regard avant de prendre leurs jambes à leur cou. Ils étaient persuadés que c'était le fantôme d'une de leurs victimes qui revenait les hanter. Le pire, ce fut lorsqu'un jeune noir se présenta à la porte d'un très riche planteur blanc, un bouquet de fleurs à la main, et demanda au propriétaire la main de sa fille. Inutile de dire que le blanc dégaina son pistolet, mais mourut d'apoplexie avant d'avoir pu s'en servir. Jamais on ne vit pareille consternation dans l'état de Géorgie. Les blancs n'arrivaient même pas à imaginer que les noirs puissent faire de telles choses. Voyons, ça dépassait l'entendement. Ils commencèrent donc à se demander si, pour une raison inconnue, ils ne seraient pas devenus incapables de distinguer les couleurs. Certains en imputèrent la faute aux retombées atomiques et envoyèrent des télégrammes pressants au président des États-Unis pour qu'il mette fin immédiatement aux essais nucléaires. D'autres en rendirent responsable la Cour suprême et demandèrent la dissolution immédiate de cette institution. Quand vinrent les élections, les blancs étaient si perturbés à l'idée de ne pas pouvoir distinguer les blancs des noirs qu'ils ne laissèrent personne voter. Mais ça ne faisait pas grande différence. Les mêmes candidats briquaient les mêmes charges sur la même liste unique et ils étaient assurés de leur réélection que l'on vote ou non. Pour Rufus, les choses allèrent de mal en pis. La situation délicate dans laquelle il se trouvait engendrait de grandes tensions mentales. Il désirait ardemment trouver une compagne pour partager son triple fardeau. Le premier qui consistait à être blanc, le deuxième à être noir et le troisième à être un fardeau en tant que noir pour le blanc qu'il était. Il vit une jolie veuve café au lait qu'il désira épouser. Il n'avait rien contre cette idée, étant donné que Rufus était un riche planteur de coton, shérif du comté et président de la banque, ce qui était une rudement bonne situation pour un noir. Mais les problèmes surgirent quand vint le moment de demander le certificat de publication des bans. Il existe une loi en Géorgie qui interdit aux blancs d'épouser des noirs. En tant que shérif du comté, Rufus se devait de respecter la loi. Il ne pouvait donc pas se rendre au tribunal et demander à l'employé blanc un certificat qui lui permettrait d'épouser une noire, à moins d'être prêt à se mettre lui-même en état d'arrestation pour infraction à la législation. Devant cet obstacle insurmontable, il demanda à la dame en question de partager sa vie en dehors des liens conjugaux. Bien évidemment, elle voulut savoir pour quelle raison il s'opposait au mariage. Il lui expliqua qu'il était blanc et que comme elle était noire, leur union serait illégale. L'ennui, c'est qu'elle voyait parfaitement qu'il était aussi noir qu'on pouvait l'être, et l'excuse bidon qu'il avait trouvée pour ne pas l'épouser la plongea dans une telle rage qu'elle se mit à le gifler, ce qu'elle n'aurait assurément jamais fait s'il avait été blanc. Il tenta de lui expliquer qu'il était noir en réalité, mais qu'il avait l'air blanc.
ce qui eut pour résultat de la persuader qu'il était fou. Elle le quitta vite fait et se trouva un mari noir, un homme qui non seulement était noir, mais qui avait aussi l'air de noir. Ne voulant pas s'avouer vaincu, Rufus se fiança à une autre belle femme noire. Mais pour éviter les complications, il décida de l'amener à Harlem, à New York, où il n'existait aucune loi empêchant les blancs d'épouser les noirs. Toutefois, il avait besoin d'argent pour cette expédition. Aussi se retrouva-t-il peu après à la banque en pleine nuit, à se bourrer les poches avec les fonds de ses clients, quand tout d'un coup, Saint-Pierre passa la tête à la porte. « Eh bien, Rufus, qu'est-ce qui te prend ? S'exclama Saint-Pierre. Tu n'as jamais volé autant d'argent quand tu étais un noir ? » Rufus le regarda avec un grand sourire. J'en avais jamais eu l'occasion, Répondit-il. maintenant je suis blanc. Et dis-moi, qu'as-tu l'intention de raconter à tes clients quand ils viendront retirer leur argent ? Demanda Saint-Pierre. Vous oubliez que je suis aussi shérif. Dit Rufus. Je leur dirai que la banque a été cambriolée par des bandits masqués qui se sont échappés. Comme nous l'avons toujours fait, nous autres blancs, depuis toutes ces années. Ça ne va pas du tout. Dit Saint-Pierre. Je vais te ramener au ciel avec moi, tu le sais. Je voulais seulement jouer un bon tour aux blancs en te faisant passer pour un des leurs, mais tu m'as tout l'air d'être en train de devenir blanc pour de bon. Et la plaisanterie a assez duré. Tu oublies que je suis blanc, moi aussi.